marche. Bien, c'est moi qui vais introduire ce matin la session pour les kinésithérapeutes. Je remercie les courageux d'être ici à 8h30. J'espère que ça va venir petit à petit. C'est vrai que c'est difficile de se lever. Donc, la session de ce matin va être consacrée au prolapsus. Vous savez que l'année dernière, en 2021, les recos de l'HAS sont sortis. On était invités, Benoît et moi-même, à travailler avec ces recommandations. Et donc, il nous a paru nécessaire de pouvoir vous transmettre un petit peu le résultat, la synthèse de ces recommandations. C'est vraiment un gros travail de recherche bibliographique. Donc, vous pouvez trouver ainsi toutes les recherches qui ont été faites et qui sont à jour actuellement sur le prolapsus sur le site de l'HAS. Et vous retrouverez effectivement toutes les synthèses et les fiches sur le site de l'HAS aussi. C'est Anne-Cécile Pizzaferrato qui va commencer. Donc, elle était responsable du groupe de travail sur les prolapsus. Et elle va nous faire un petit peu une synthèse de tout ce qui a été dit, et pour les kinés et pour les médecins. Et Benoît et moi-même, derrière, on va redonner les éléments importants qui concernent les kinésithérapeutes. À toi, Anne-Cécile. Bonjour, d'abord je voulais remercier Martine et puis l'ensemble des organisateurs de cette journée de me permettre de présenter aujourd'hui. Donc effectivement aujourd'hui c'est vraiment les recommandations de manière globale et puis après vous aurez du détail avec les topos suivants. Alors juste pour rappel, vous le savez tous, le prolapsus génital c'est quoi? C'est une hernie dans la cavité vaginale, une colpocèle. Colpocèle ça ne veut pas dire col de l'utérus, ça veut dire vagin. Donc c'est le vagin qui va descendre avec à l'intérieur un ou plusieurs éléments du contenu pelvien. Ça peut être la vessie, l'utérus ou le rectum. Cette hernie, cette descente à travers le vagin peut être permanente ou seulement à l'effort. Je touche, j'éternue, je fais une activité, je porte, je soulève, etc. Ça peut être rester à l'intérieur du vagin ou s'extérioriser. Le prolapsus génital est une pathologie exclusivement féminine, contrairement au prolapsus rectal qui peut être également retrouvé chez l'homme. C'est une pathologie qui est très fréquente puisqu'on estime de manière globale que c'est 30 à 50% des femmes, tous âges confondus. Donc c'est extrêmement fréquent comme problématique. C'est une pathologie fonctionnelle dont la prise en charge est parfois difficile et vous le savez, il y a des patientes qui ont des symptômes très importants et pourtant, nous, ce qu'on observe à l'examen clinique, c'est pas forcément en relation avec ce que la patiente nous décrit comme gêne dans son quotidien. Donc juste pour rappel, la statique pelvienne est sous la responsabilité de 3 systèmes. Un système de soutien musculaire qui est constitué essentiellement du muscle élévateur de l'anus, qui va faire un vrai plateau, un vrai système de soutien sous les organes. Et puis dans ce muscle élévateur de l'anus, on a aussi une partie qui va être dynamique, c'est-à-dire qui va aller de l'avant vers l'arrière pour, quand elle va se contracter, faire monter les organes vers le haut et vers le pubis pour éviter justement l'effet de la gravité, l'effet de l'impact, l'effet de la toux, l'effet de l'éternuement, et limiter du coup la descente à travers notre zone de fragilité qui est la zone vaginale. En plus de ce système musculaire, il y a quand même bien fait, le système génital, c'est donc le système ligamentaire, c'est-à-dire comme vous le voyez en bleu, vous voyez la petite... Comme vous voyez en bleu, de l'avant vers l'arrière, le système ligamentaire qui va permettre de participer à soutenir les organes. Et c'est vrai que ce système ligamentaire, et notamment la partie qui est à l'arrière ici, le ligament utérosacré, peut être distendu au moment des grossesses, des accouchements. On ne va pas s'éviter d'être enceinte, on ne va pas s'éviter d'accoucher. Donc si ce système ligamentaire est altéré, éventuellement, si on a compensé par le système musculaire qui est compétent, qui est fonctionnel, ça pourra éventuellement limiter la survenue de problématiques pelvipérinéales. Et puis en plus de ces 2 systèmes, il y a des systèmes de cohésion, ce sont les fascias qui vont permettre donc de maintenir la cohésion entre les différents organes. Et donc s'il y a certaines parties de ces systèmes qui sont altérées, à ce moment-là, il va y avoir une modification de la répartition des contraintes, c'est-à-dire que ça va aller vers la zone de fragilité qui est la zone vaginale. Alors juste pour rappel, le contexte des recommandations, vous le savez, depuis quelque temps, il y a eu des alertes sanitaires et une remise en question des dispositifs médicaux. Les prothèses par voie vaginale, elles sont utilisées à peu près depuis les années 2000 et c'était vraiment bien pour les gynécologues qui sont habitués à la voie vaginale, mais malheureusement,
probablement des abus et des difficultés pour certaines patientes. Il a commencé à y avoir des alertes sur justement la balance bénéfice-risque. Et en France, c'est en 2019 que la ANSM a pu publier une piste d'action en reclassifiant ces prothèses en classe 3. Il y a des labos qui ont arrêté la commercialisation de leurs prothèses par voie vaginale. En parallèle de tout ça, vous l'avez bien entendu, c'est certaines alertes médiatiques comme Cache à Investigation et Lise Lucet qui ont rapporté des complications de patientes et des associations de patientes qui ont fait qu'en février 2020, la HAS a retiré les implants de renfort vaginaux. Alors c'est très difficile pour nous, chirurgiens gynécologues, parce que y a certaines femmes pour qui ça a apporté réellement un bénéfice. Donc ces recommandations ont été élaborées dans ce contexte-là pour justement poser les indications, la prise en charge, améliorer l'information des patientes, améliorer l'information des praticiens, préciser les modalités de surveillance en cas de pose de dispositifs, que ce soit des dispositifs PCR ou que ce soit des dispositifs médicaux de type prothèse pour renfort en chirurgie. Donc c'était à l'attention de tous les professionnels qui pouvaient prendre en charge des femmes ayant des symptômes de prolapsus, et en particulier donc les kinés et les sages-femmes. Alors juste pour rappel, quels sont les principaux symptômes associés au prolapsus génital? Il n'y en a qu'un, celui qui est le plus spécifique, le mieux corrélé à l'existence d'un prolapsus, c'est la boule vaginale. Tous les autres, ils ne sont pas ni corrélés au stade ni au type du prolapsus. C'est-à-dire que si on a des fuites urinaires ou une dysurie, c'est pas... ça ne va pas être forcément prédicteur d'une cystocèle de manière très, très importante. Bien évidemment, ces symptômes urinaires, ils sont fréquemment associés au prolapsus, c'est donc l'hyperactivité vésicale, la dysurie, les fuites urinaires, autour de 40 à 70% des femmes. Et puis il va y avoir aussi potentiellement des troubles anorectaux qui peuvent être associés, surtout lorsqu'on a des prolapsus de l'étage postérieur. Alors la constipation, bien sûr, c'est pas forcément spécifique quand même à l'étage postérieur, on l'a souvent associé aux autres types de prolapsus, l'incontinence anale, tout ça à hauteur de 25 à 30% des femmes. L'analyse de la littérature montre que finalement les symptômes sont plus gênants et plus fréquents lorsque le prolapsus va descendre au-delà de l'hymen. Attention, on l'a rappelé dans les recommandations, les douleurs pelviennes sont inhabituelles et doivent faire rechercher une autre cause, les névragies pudendales, les tumeurs pelviennes. Et d'ailleurs, ça complique souvent la prise en charge de ces patientes, notamment lorsqu'on envisage une prise en charge chirurgicale avec pose de prothèse. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces prolapsus génitaux, mais au même titre finalement que l'incontinence urinaire ou les autres troubles pelvipérinéaux, ça entraîne une altération importante de la qualité de vie des femmes avec des symptômes dépressifs. Et on estime qu'il y a environ 30% des femmes qui ont ces symptômes-là sans forcément d'association avec le stade du prolapsus. De l'anxiété, peur de sortir, qu'on voit le prolapsus, d'avoir des fuites, d'avoir des urgences, où sont les toilettes, environ 50% des femmes. Altération de l'état de la fonction sexuelle. On sait que dans les études qu'il y a une association entre les scores de symptômes de fonction sexuelle et la sévérité des symptômes liés au prolapsus génital. Sur la droite, là, vous avez la photo d'une jeune femme que j'ai vue la semaine dernière, de 42 ans, qui a accouché il y a 2 ans, qui est en couple avec une femme. Et ben, même si elle est en couple avec une femme, elle est un peu gênée et elle dit « moi, je ne peux plus, j'ai essayé les PCR, plein de choses, je ne peux plus ». Donc là, évidemment, on comprend bien qu'il va falloir l'aider et ce sera pour elle une prise en charge chirurgicale. Alors globalement, ce sont des pathologies qui altèrent la qualité de vie, l'estime de soi. Je me sens plus femme, je suis très gênée par rapport à ce prolapsus. Donc, la recommandation, une des premières recommandations issues de la HAS, c'est chez une femme qui se présente en consultation pour des symptômes évocateurs d'un prolapsus génital, il est recommandé de préciser l'ensemble des symptômes qui peuvent être associés au prolapsus. Donc, la boule vaginale, bien évidemment, la pesanteur, oui, les troubles fonctionnels urinaires et anorectaux. Il faut vraiment évaluer, faire préciser à la patiente l'importance de la gêne, l'impact sur sa qualité de vie. Ça, c'est extrêmement important puisque c'est ça qui déterminera finalement notre prise en charge. Vérifier l'impact sur l'activité physique. Est-ce que je limite mon activité sportive, par exemple, par rapport à ça? Est-ce que je limite mon activité sexuelle? Est-ce que c'est un handicap psychologique, social, voire fonctionnel? Une chose qui est importante également, c'est faire préciser les attentes. Ça, c'est vraiment quelque chose finalement qu'on fait depuis peu, notamment dans les études. C'est quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de votre prise en charge, et en particulier quand c'est une prise en charge chirurgicale, parce qu'il y a des femmes qui ont des attentes comme ça, et finalement, après la chirurgie, elles seront déçues, voire pas contentes. On est sur une pathologie fonctionnelle, donc c'est vraiment important de faire préciser qu'est-ce qu'elles attendent de leur prise en charge.
Et pour ça, du coup, pour évaluer les symptômes, il est vraiment intéressant, et on l'a dit dans les recommandations, d'utiliser des questionnaires de symptômes, des auto-questionnaires, c'est-à-dire des questionnaires que les patients vont remplir elles-mêmes à leur domicile et vous ramener en consultation. Ça permet d'évaluer de manière standardisée, de manière reproductible les symptômes qui sont associés au prolapsus génital, et surtout évaluer finalement l'impact des traitements proposés. Ah oui, mais vous m'avez fait 10 séances de kiné, je vais pas mieux. Attendez, on va regarder vos symptômes avant-après. Finalement, c'est mieux. Et la chirurgie, c'est pareil. Et donc, je vous ai mis les questionnaires qu'on utilise le plus, qui sont vraiment à utiliser, vraiment intéressants pour les kinés avec qui je travaille beaucoup depuis qu'ils ont commencé à les utiliser. Enfin, c'est vraiment une aide parce que la femme, elle le remplit chez elle et après, ça peut permettre comme ça d'échanger avec elle quand elle vous a dit quelque chose de différent en consultation par rapport à ce qu'elle a mis sur son questionnaire, et ça permet vraiment de bien préciser les symptômes. Un autre questionnaire qui est intéressant, juste là, c'est celui-là peut-être qui serait le plus intéressant à utiliser actuellement, c'est le FPFQ. Ce questionnaire, il est intéressant parce que donc il y a à la fois les symptômes urinaires. Combien de fois urinez-vous dans la journée? Portez-vous des garnitures? Avez-vous des fuites, etc. Est-ce que vous avez la sensation que vous videz pas bien votre vessie? Il y a des symptômes, des questions sur les symptômes anorectaux. Combien de fois vous allez à la selle? La consistance des selles, les fuites anales, etc. Les sensations de pesanteur, donc sur les symptômes vaginaux, et par rapport au questionnaire précédent, il y a des questions sur la sexualité. Donc finalement, peut-être que ce questionnaire est intéressant par rapport à l'autre pour vraiment évaluer de manière globale les symptômes de la patiente. Alors, quand on prend en charge, quand on évalue une femme, c'est important d'évaluer et de discuter avec elle des facteurs de risque de récidive. On sait, dans la littérature, je vais vous le montrer tout à l'heure, que certaines caractéristiques des femmes vont être un peu plus à risque de récidive une fois qu'on aura pris en charge, et notamment en chirurgie, c'est l'âge plus jeune. C'est les femmes qui ont des insertions du muscle élévateur de l'anus au moment de l'accouchement. Il va se désinsérer au moment du pubis, au niveau du pubis. Et là, on sait que c'est plus difficile, que c'est plus facteur de risque de récidive après chirurgie, ou que la rééducation peut moins bien marcher. Les facteurs obstétricaux, on sait que les plus gros poids de naissance, le mode d'accouchement, notamment l'accouchement avec forceps, favorise la survenue des prolapsus. Et puis la chose sur laquelle il va falloir tous qu'on insiste, gynéco, urologue, kiné, sage-femme, digestive, tout le monde, c'est les facteurs lifestyle de style de vie. Donc l'IMC, favoriser la perte de poids, la constipation, et pas seulement êtes-vous constipée madame, non, est-ce que vous avez des selles dures, est-ce que vous mettez du temps à les évacuer, est-ce que c'est difficile, est-ce que vous avez mal, l'activité physique, et puis les pathologies pulmonaires, le tabac, la toux chronique, qui peuvent être à l'origine de l'aggravation d'un prolapsus génital. Alors nous, en chirurgie, on sait et on explique aux dames aussi que le fait d'avoir un prolapsus plus important, stade 3 ou 4, est plus à risque d'une récidive après chirurgie. Je vous ai remis ici une analyse de la littérature, justement, qui a été publiée en 2018. Donc, c'était une méta-analyse avec 25 études qui évaluaient justement les facteurs de risque de récidive de prolapsus. Il y avait un peu plus de 5000 patientes incluses dans cette méta-analyse. Donc, ils trouvaient globalement que le taux moyen de récidive après chirurgie, 36%. C'est quand même pas rien. Alors, toutes les chirurgies étaient un petit peu mélangées, mais c'est un taux qui est quand même assez élevé. Et ils ont testé donc plein de facteurs de risque de récidive. Et les facteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui étaient significativement associés à la récidive, c'était la désessertion, la vulsion, comme on dit en anglais, du muscle élévateur de l'anus, un stade du prolapsus plus élevé, l'histoire familiale et un hiatus plus large. En ce qui concerne l'IMC, ils n'ont pas retrouvé d'association avec le risque de récidive après chirurgie, mais c'est parce que dans les études, c'était très hétérogène. Il y a certaines études qui utilisaient l'IMC, le surpoids, d'autres, le seuil, c'était plutôt l'obésité. Et donc, ils ne retrouvaient pas d'association avec l'IMC, mais on sait bien que la perte de poids ou la prise de poids peuvent favoriser la survenue d'un prolapsus génital. Alors sur l'examen clinique, donc bien sûr il faut confirmer le diagnostic, mais surtout il faut, en tout cas en tant que gynécologue, en particulier urologue, éliminer une autre pathologie pelvienne. Et donc l'examen pelvien sert aussi à rechercher une autre problématique. On sait que l'âge moyen de survenue d'un prolapsus c'est la soixantaine, c'est la ménopause. Il faut rechercher des métrorragies, faire un frottis, vérifier qu'il est à jour, éventuellement une échographie pelvienne pour vérifier que tout ça, il n'y a pas de potentiel cancer de l'endomètre ou cancer du col. Et juste pour information, je vous ai mis, les recommandations ont changé récemment. Avant, c'était un frottis tous les 3 ans. Et maintenant, à partir de 30 ans, c'est un test HPV tous les 3 ans. Un test HPV, pardon. Et si ce test HPV, à partir de 30 ans, il est négatif, c'est tous les 5 ans. Juste pour info.
Donc l'examen clinique, donc il faut décrire le prolapsus et confronter l'examen aux symptômes. Il faut examiner la patiente en position couchée, gynécologique, puis debout si le prolapsus génital n'est pas visualisé. Donc ça, c'est une recommandation également de la HAS. Faire revenir éventuellement la femme en fin de journée, la faire pousser, la faire tousser pour vraiment essayer d'extérioriser ce prolapsus. Et quand c'est difficile de le voir à l'examen clinique, demander une photo. La dame, là, la jeune que j'avais, c'était une photo qu'elle m'a ramenée, en fait, parce que j'arrivais pas à mettre en évidence au moment de mon examen ce prolapsus à ce niveau-là de sévérité. Et donc, ce qui est important, c'est pour caractériser le type de prolapsus, puisqu'on a dit, finalement, on a différents étages qui peuvent être atteints, et quand on voit une boule, on ne sait pas si c'est l'avant ou si c'est l'arrière, il faut utiliser des valves, ou le spéculum coupé en deux, pour bien évaluer les différents compartiments du prolapsus. Et il faut essayer, et d'ailleurs, d'où l'intérêt du spéculum ou des valves, c'est qu'il est recommandé que la description du prolapsus génital soit faite compartiment par compartiment. Donc, il faut avoir la valve pour savoir ce qui se passe en avant, ce qui se passe en arrière et ce qui se passe au milieu. Pour classer, pour stadifier un prolapsus génital, on peut utiliser la classification de Baden-Walker. C'est la classification qui est la plus facile à utiliser. Et finalement, la limite, c'est la vulve, intravaginale. Stade 2 affleure la vulve. Stade 3 dépasse l'orifice vulvaire. Stade 4 extériorisé. Ce qui est intéressant pour parler tous de la même chose, c'est peut-être se mettre tous en fait à utiliser le POPQ. C'est une classification qui utilise différents points qui sont répartis le long du vagin et qui vont permettre de vraiment être précis sur la stadification du prolapsus. Je vous ai remis le POPQ pour les nuls juste très rapidement. Vraiment, c'est pas si compliqué. Quand on s'y met, on y arrive. Donc, il y a 3 mesures au repos. Les mesures au repos, c'est la longueur vaginale totale. Donc, un hystéromètre, le doigt, on peut évaluer la longueur du vagin de la femme. GH, le hiatus génital, pour rechercher la béance vulvaire entre le méa urétral et la fourchette vulvaire. Voilà, bon, c'est pas très compliqué non plus. Et puis, la distance ano-vulvaire, ça aussi, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a fait ces mesures au repos, on va faire des mesures en poussée. Et ces mesures en poussée, on va évaluer différents points. Donc, 2 points sur la paroi vaginale antérieure, AA et BA, le A pour antérieur. 2 points sur la paroi vaginale postérieure, AP et BP pour postérieur. L'étage moyen, c'est le point C. Le col, ça c'est facile. Le D, facile, Douglas. Notre repère dans le POPQ, c'est l'hymen, c'est-à-dire je suis en dedans de l'hymen, dans le vagin, je suis à moins quelque chose. Je suis en dehors de l'hymen, je suis au-delà à l'extérieur du vagin, je suis à plus quelque chose. Ici, donc pour vous montrer, le point AA, c'est le point qui représente la jonction urétro-vésicale et donc qui représente finalement la mobilité cervico-urétrale. Ce point AA, on va aller le mesurer à 3 cm en dedans sur la paroi vaginale antérieure, le long de la paroi vaginale à partir du méa urétral à 3 cm au repos. On va demander à la dame de pousser et ce point qu'on aura repéré préalablement, on va vérifier par rapport à l'hymen à combien il est. Là, c'est complètement hystériorisé. Par rapport à l'hymen, le point AA qui représente la jonction urétro-vésicale est à plus 3 cm. Le point BA, c'est la cystocèle, la pointe de la cystocèle. Donc elle est plus ou moins là. Par rapport à l'hymen, elle fait plus 5 ou plus 6. Le point C, le col, pareil, par rapport à l'hymen, on va regarder, on mesure la distance, ça fait 6 ou 7 cm. Et puis à l'arrière, on utilise essentiellement le point BP, qui est la pointe de la rectocèle, ici, la partie postérieure qui va le plus bas. Par rapport à l'hymen, ça va à plus 4 cm. Donc finalement, quand on a l'habitude, on peut le faire même sans hystéromètre à la vue pour évaluer et parler vraiment de la même chose, voir l'évolution après traitement et être précis finalement dans ce qu'on raconte quand on fait des comptes rendus. Pour savoir, on a l'impression que c'est hyper compliqué les stades du POPQ. En fait, il faut juste avoir le stade 2. Le stade 2, c'est quoi? Ça va de moins 1 à plus 1, quel que soit le point. C'est-à-dire moins 1, 1 cm en dedans de l'hymen, plus 1 cm au-delà de l'hymen. On est au stade 2. Au-delà de plus 1, c'est le stade 3, stade 4, c'est facile, c'est inversé. En dedans de moins 1, donc 1 cm en dedans de l'hymen, on est dans des stades 0 ou 1. Donc c'est pas si compliqué quand on commence à prendre l'habitude de l'utiliser. En ce qui concerne les examens complémentaires, c'est pas obligatoire pour le diagnostic de prolapsus, puisque le diagnostic de prolapsus génital est un diagnostic clinique. Donc aucun examen complémentaire n'est recommandé pour porter le diagnostic de prolapsus génital. Une chose qui est précisée également dans les prolapsus, c'est qu'il y a rarement d'urgence à prendre en charge un prolapsus. Alors bien évidemment sur les prolapsus qui sont compliqués, qui sont extériorisés avec des érosions comme celle-ci ou comme celle-là, évidemment, ça va être à prendre en charge sans trop traîner, ça c'est sûr. Et puis chez ces femmes qui ont les prolapsus extériorisés, on peut avoir des coudures urétérales avec une anurie et une insuffisance rénale. Depuis mes jeunes années, j'en ai pris 2 en charge en urgence pour cette problématique d'anurie et d'insuffisance rénale sur prolapsus extériorisé.
Pour la prise en charge des prolapsus, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Pour la prise en charge des prolapsus, donc il est recommandé de ne proposer une prise en charge thérapeutique que pour les prolapsus qui sont symptomatiques ou compliqués. C'est-à-dire qu'une femme qui vient avec une boule vaginale, et on en a régulièrement, parfois même un peu extériorisée, si elles n'ont pas de gêne, qu'elles vident bien la vessie, qu'elles n'ont pas d'infection urinaire à répétition, qu'elles n'ont pas d'érosion, si elles ne veulent pas se faire prendre en charge, se faire opérer, on ne va pas les obliger. C'est quand même de la thérapeutique, notamment chirurgicale, qui est à risque pour la patiente. La prise en charge du prolapsus, ça, vous le savez, c'est pluridisciplinaire et en concertation, bien évidemment, avec les kinés ou les sages-femmes. Alors sur la prise en charge rééducative, je parlerai très rapidement. Juste l'intérêt, c'est que quand on est kiné, quand on est sage-femme, c'est vachement bien parce qu'on peut poser un PCR, puis après, hop, direct faire la rééducation. Donc ça potentialise finalement l'effet du PCR. Donc vous avez double gain à faire les deux, vous, parce que nous, on est là, on les met, les PCR, on les fait revenir, tout ça, machin. Alors vous avez déjà le déroulé du suivi des séances et finalement, vous pouvez optimiser finalement la prise en charge. Donc avoir l'habitude d'utiliser des PCR en tant que kiné, je pense que c'est extrêmement intéressant. Il vous redira Benoît et puis Martine, ils vous rediront que il faut absolument éduquer la patiente, informer la patiente sur tous les facteurs qui vont être à risque pour le prolapsus, notamment la constipation. Quand on est constipé, qu'on a des suelures qu'on pousse, le PCR il bouge, le prolapsus il s'extériorise et ça récidive après chirurgie. Donc la constipation, ça c'est extrêmement important. Évidemment les ports de charge, tout ça, l'activité sportive, que vous avez plus l'habitude de prendre en charge en rééducation. Donc les PCR, c'est des traitements qui sont efficaces sur les symptômes. Leur efficacité est immédiate. Docteur, on m'a changé la vie. Je suis sortie de la consultation, j'étais vachement mieux et je suis super contente. Il faut savoir que le taux d'acceptation du PCR dans la littérature, c'est extrêmement variable. Mais finalement, quand on est motivé, quand on sait expliquer, quand on éduque, quand on entoure la patiente, on peut avoir un taux d'acceptation extrêmement important. Et notre série au CHU de Caen, plus de 200 patientes, il y a 80% d'acceptation, alors que les 3/4 ne connaissaient pas le PCR avant de venir à la consultation, alors qu'elles sont adressées par des médecins généralistes ou des gynécologues. Les freins à l'utilisation du PCR, dans la littérature, c'est les femmes plus jeunes et sexuellement actives, mais c'est peut-être justement sur ces femmes-là qu'il va falloir travailler pour leur faire accepter d'utiliser éventuellement de manière intermittente le PCR, parce que plus elles sont opérées tard, mieux c'est en fait, parce que le risque de récidive, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas nul après chirurgie. Et ce qui est important, encore une fois, c'est d'entourer la patiente, parce que finalement, quand on explique tout, les PCR seront vraiment mieux acceptés. Et c'est ce qui a été montré dans une étude qui a été publiée maintenant en 2009, donc il y a un petit moment. Rapidement, vous aurez ça tout à l'heure certainement. Les facteurs de risque d'échec du PCR, c'est essentiellement l'IMC, la femme qui est comme ça, qui pousse tout le temps et ça tombe. La longueur vaginale courte. Et un hiatus génital qui est large. C'est les 3 gros facteurs de risque d'échec du PCR, quel que soit le type du PCR. Alors pour les autres facteurs, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi, j'ai des patientes avec des rectocèles, le PCR, ça ne marchera pas. » Alors oui, ça peut marcher un peu moins, mais ça marche quand même, donc on peut tester. Et puis les antécédents de chirurgie, il n'y a plus d'utérus, il n'y a plus de col pour pouvoir bloquer le PCR, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin que le PCR soit bloqué au niveau du col. Donc il faut tenter également la prise en charge par PCR, même chez les patientes qui ont des antécédents d'hystérectomie. Et comme on sait que les fibromes, etc., les médométrorragies, c'est une cause très fréquente d'hystérectomie, qu'il y a beaucoup de femmes hystérectomisées en France, ce serait dommage de ne pas leur proposer un PCR parce que juste elles sont hystérectomisées. Ça, c'était juste une étude qui montrait justement l'efficacité du PCR chez des femmes qui avaient un antécédent d'hystérectomie ou de chirurgie pelvienne. Chez les femmes qui avaient l'antécédent d'hystérectomie, il y avait 100% de succès de pose. Par contre, chez les femmes qui avaient des antécédents de chirurgie pour prolapsus génital, notamment par voie vaginale et encore plus avec prothèse, il y avait plus d'échecs de pose. Elles ont des vagins plus courts, des vagins plus cartonnés, elles ont plus mal et donc c'est plus difficile d'adapter un PCR. Donc le PCR, il est recommandé de le proposer en première intention à toutes les patientes qui présentent un prolapsus génital symptomatique, quel que soit leur âge, leur sexualité et le stade du prolapsus. Ça, c'est vraiment important, c'est vraiment un truc fort aussi des recommandations. En cas de rectocèle prédominante ou isolée, on peut avoir recours au PCR tout en expliquant à la patiente qu'effectivement, ça peut être un peu moins efficace. Et prévenir dès le début, en fait. C'est le premier, je vous teste ces PCR, un PCR, 1 ou 2 PCR, on peut être amené à changer de PCR, c'est pas grave, la moyenne d'ailleurs, c'est 2 PCR par patiente.
Donc l'intérêt aussi du test au PCR chez les femmes chez qui on ne comprend pas bien la symptomatologie par rapport à ce qu'on voit dans la descente d'organes finalement, c'est de poser un PCR en disant je vais voir finalement si les symptômes que vous me décrivez, d'hyperactivité vésicale par exemple, je vais tout le temps faire pipi, j'ai des urgences, etc. Si le fait de mettre le PCR et de réintégrer le prolapsus, ça va diminuer ces symptômes. Donc c'est vraiment un test diagnostique qui est très intéressant également pour évaluer le retentissement du prolapsus sur les symptômes de la patiente. Pour les PCR, donc juste je vous ai remis ce qu'on avait mis dans les recommandations de l'année dernière. Donc ça, c'est les modalités de choix de surveillance des PCR à destination des professionnels. Et puis sinon, vous avez peut-être eu, apparemment, on distribue la fiche à l'entrée, les fiches. Mais sur le site de la HAS, vous avez des fiches d'information que vous pouvez donner à vos patientes parce qu'en fait, c'est encore une fois une histoire d'éducation, une histoire d'information. Et si elles sont éduquées et informées avant, en général, elles accepteront beaucoup plus le PCR sur le long terme. Merci. Donc on va faire toutes les communications de ce matin et on fera une discussion juste après. Tu veux prendre le micro ? C'est celui que tu as mis. Non, il faut prendre celle-là. On va bien reprendre celle-là. C'est ça ? On a respecté la parité. C'est ça, Bonjour à tous. C'est bien celui-là, Oui, on est c'est ça. d'accord. Nous sommes d'accord. C'est ça? Non, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça? Oui. C'est ça, normalement. Voilà. C'est ça. C'est ça. No problème. Donc sur le programme, vous avez vu qu'il y avait 2 sujets sur les recommandations faites par Benoît ou par moi-même. On va intervenir sur la même présentation. D'accord? Donc en fait, on a décidé un peu avec Benoît de pouvoir faire une synthèse un peu plus destinée aux kinésithérapeutes parce que ce que nous a expliqué Anne-Cécile, c'est quelque chose de global qui intéresse effectivement tous les professionnels de santé qui s'occupent des femmes et qui s'occupent des prolapsus. Mais là, on va essayer de diriger un petit peu nos propos vers vous, c'est-à-dire les kinésithérapeutes, pour savoir comment vous pouvez intégrer ces recommandations, ces nouvelles recommandations de la HAS. Anne-Cécile vous a donné le contexte dans lequel a été fait ces recommandations. Et en fait, l'HAS cherchait une alternative à la chirurgie pour pouvoir, puisqu'en fait, elle avait ôté tous les processus. On retourne en fait à la chirurgie ancienne, on a enlevé toutes les prothèses. Mais il y avait un constat, c'est qu'il n'existe pas en France, il n'existait pas en France de recommandations globales sur le parcours de soins des femmes avec les prolapsus. Et il n'existait pas en France de recommandations sur les prises en charge alternatives à la chirurgie. C'est-à-dire que nous prenons en charge les kinésithérapeutes depuis longtemps les femmes porteuses de prolapsus, mais il n'y avait pas de recommandations qui avaient été écrites. L'objectif de ces recommandations, c'était effectivement d'identifier et de formaliser ces alternatives à la chirurgie. Il y a 3 alternatives qui ont été retrouvées dans la littérature. Les modifications du mode de vie. Et donc, comme disait Anne-Cécile, l'identification des facteurs de risque qui va nous amener à une éducation thérapeutique et une thérapie cognitivo-comportementale qui doit faire partie intégrante de notre prise en charge rééducative. Les PCR, qui dans la littérature prennent une place de plus en plus importante, c'est un petit peu l'alternative de la chirurgie. Et puis la rééducation avec toutes les modalités, les efficacités dont on va essayer de vous détailler. Donc, dans la littérature, ce que l'on retrouve dans la prise en charge rééducative, c'est un tas de thèmes avec des exercices, de la prise en charge de renforcement musculaire, des concepts très très variés. Et donc, il a fallu faire effectivement un petit peu un panel pour pouvoir avoir des protocoles un peu précis de prise en charge rééducative. La première chose qui a été mise en place, c'est l'argumentaire pour l'éducation thérapeutique. Donc, il a été effectivement précisé qu'il était recommandé d'aider la patiente à mieux gérer des facteurs modifiables. Donc, certains ont été identifiés dans ces recommandations, mais la liste n'est pas exhaustive. On peut retrouver d'autres facteurs
qui peuvent être prises en charge. Donc on va retrouver effectivement tout ce qui concerne l'obésité, le surpoids, tout ce qui concerne la constipation chronique et la dyschésie, on en parlera tout à l'heure, et puis tout ce qui est port de charge, les contrôles de la toux et tout ce qui est lié à la sédentarité, à l'activité physique. On doit pouvoir analyser complètement ces facteurs de risque afin de limiter cet impact et permettre aux patientes à mieux gérer en fait leurs symptômes. L'argumentaire pour la prise en charge rééducative, donc dans la littérature, l'efficacité des techniques rééducatives a été démontrée. La rééducation fait partie des prises en charge conservatrices non chirurgicales recommandées en première attention pour les prolapsus modérés de grade C. Donc effectivement, lorsqu'on sait que la prise en charge pour l'incontinence urinaire est au grade A, les niveaux de preuve sont moins importants, mais il existe aussi moins d'études dans la littérature. Et il est recommandé de ne proposer une prise en charge rééducative que pour les prolapsus symptomatiques ou compliqués modérés, c'est-à-dire à un stade inférieur à 3. Ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'en rééducation, il serait bien de prendre les femmes asymptomatiques qui présentent des prolapsus? C'est une discussion qu'on a eue, mais en tout cas, pas de publication qui pouvait nous référer dans la bibliographie. L'évaluation, c'est un temps important dans la prise en charge. Normalement, il y avait Sylvie qui devait nous faire un topo, mais je ne la vois pas, donc je m'inquiète un petit peu. Elle sera là? Ok, bah c'est très bien, parce que là, je ne la vois pas. Genre, juste après, on va avoir effectivement des éléments d'évaluation. L'évaluation, c'est quelque chose d'important. On prend en charge son patient après un bilan complet. Et donc, il est intéressant de faire effectivement ce bilan en initial, mais on doit aussi par la suite refaire ce bilan pour adapter les techniques éducatives. On va voir que ces techniques éducatives maintenant sont beaucoup plus larges que la simple entraînement du muscle du plancher pelvien. Et donc, il est recommandé de régulièrement réévaluer la situation clinique et fonctionnelle afin d'adapter ce protocole thérapeutique. Alors, dans les recommandations, il n'est pas détaillé, comme pour les médecins, de bilan kinésithérapique, parce qu'en fait, il n'existe pas. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à adopter ce bilan afin de pouvoir parler du même langage, et en particulier, effectivement, des classifications des prolapsus. L'évaluation, comme l'a montré Anne-Cécile, effectivement, a de nombreux buts. On doit évaluer le degré et le type de prolapsus en utilisant cette classification. Donc, tu l'as bien expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Important, il faut évaluer par compartiment. L'utilisation des valves devient absolument nécessaire pour pouvoir faciliter l'examen. Cet examen se fait en position gynécologique ou genou fléchi sur table si vous n'avez pas de table gynécologique, et il doit se refaire debout si nécessaire si le prolapsus n'apparaît pas. On demande des efforts maximaux à la patiente et effectivement, on peut redemander cet examen à plusieurs moments de la journée puisque parfois le prolapsus n'apparaît pas. On doit rechercher les symptômes associés à ce prolapsus, donc d'ordre urinaire, digestif ou génito-sexuel, et ces signes ne sont pas spécifiques à un stade ou à un type de prolapsus. On évalue l'atrophicité vaginale, la qualité fonctionnelle des muscles du plancher pelvien et leur intégrité. Et on doit rechercher une fuite urinaire sur table, prolapsus en place ou prolapsus refoulé. Et effectivement, évaluer tous ces symptômes et ces retendissements, l'handicap de cette patiente et les attentes par l'utilisation de questionnaires, comme on l'a dit précédemment. Alors, ceux qui n'avaient pas l'habitude, effectivement, d'utiliser ces questionnaires dans la prise en charge, je pense qu'il faut présenter. Alors, on en discutait tout à l'heure, mais peut-être, effectivement, en prenant rendez-vous, envoyer ces questionnaires aux patientes pour qu'elles se présentent à la première rendez-vous avec les résultats de ce questionnaire. Donc, dans les techniques de rééducation, on revient sur un temps important qui est l'éducation ou l'information. Il doit y avoir une éducation de la santé de la sphère pelvienne, avec effectivement une éducation sur l'anatomie génitale, l'anatomie de
de la région pelvienne, mais pas seulement. On peut aussi parler de l'anatomie du bassin et du rachis. On doit informer les patients sur les troubles de ces sphères périnéales, et puis on doit bien lui faire conscientiser effectivement cette région. L'information doit être effectivement idéalement appuyée par des brochures d'information qui le permet effectivement de participer la prise en charge dans le cadre d'une décision médicale partagée. Donc l'HAS a publié depuis cette semaine les fiches de synthèse qui a été faite. Donc vous en trouvez deux, une sur l'information sur le prolapsus et l'autre sur les PCR. Et il est bien précisé dans les recommandations que pour améliorer la satisfaction et la confiance dans la prise en charge, cette information devra être faite par chaque professionnel rencontré. On verra que dans le temps d'éducation, parfois ça peut prendre beaucoup de temps et que le temps en kinésithérapie, on peut peut-être prévoir des séances pour cette éducation qui peut être longue. Donc, c'est la prise en charge thérapeutique cognitivo-comportementale vise aussi à limiter en fait l'impact des facteurs que l'on a identifiés et puis d'acquérir effectivement des compétences nécessaires pour gérer au mieux la symptomatologie associée au prolapsus. Ces techniques permettent de pouvoir donner la main à la patiente et de pouvoir acquérir des compétences sur du long terme. Les techniques rééducatives, donc effectivement dans la littérature, ce que l'on retrouve, c'est que l'entraînement des muscles du plancher pelvien, c'est ce qui est le plus renseigné. Dans les études observationnelles, il a été démontré qu'effectivement une diminution significative du tonus périnéal était corrélée au prolapsus et que la perte de coordination apparaissait dès les stades de 1 de prolapsus. Ces paramètres sont corrélés à la sévérité du prolapsus, en particulier si on a des avulsions. Et par contre, les résultats sont contradictoires dans la littérature sur la force et l'endurance des muscles du plancher pelvien. Les études qui nous renseignent le plus, c'est cette étude de 2014, qui remonte à 2014, l'étude de Poppy, qui avait trouvé que l'entraînement des muscles du plancher pelvien amenait une amélioration des symptômes associés au prolapsus, en particulier sur la sensation de boule vaginale ou la sensation de pesanteur, et améliorer à 6 mois et à 1 an la qualité de vie. PrevPol, qui est une étude qui poursuivait cette étude Poppy, démontrait des choses intéressantes, entre autres le recours de la chirurgie était plus faible dans les femmes qui entretenaient effectivement leur plancher pelvien par rapport au contrôle, et cela à 2 ans. Comme il a déjà été dit, la prise en charge de l'entraînement des muscles du plancher pelvien nécessite un premier stade qui est l'explication de l'anatomie et de la physiologie, puis des entraînements spécifiques, apprentissage avec automatisation en charge cognitive progressive, intégrer correctement la capacité de contraction des muscles du plancher pelvien avec l'augmentation de la pression intra-abdominale. Le travail intracavitaire reste vrai puisque c'est vraiment le moyen de prise de conscience le plus important dans l'apprentissage du contracté mais aussi du relâché. Et les programmes d'entraînement intensif et suffisants en durée sont importants à préciser et à ce que les patients puissent intégrer pour pouvoir s'entraîner à domicile. Il peut être complété par le biofeedback, mais dans les études, le biofeedback n'a pas démontré sa supériorité au travail musculaire. Tu reprends rien ? Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur 2-3 points. Qu'est-ce qui est nouveau ? Non, mais rééducation des muscles du plancher pelvien, vous voyez, on a une efficacité. Bon, on sait qu'on a des belles études qui ont été faites. Et effectivement, vous allez voir que c'est une technique, mais on en parle depuis longtemps, on le sait. Qu'est-ce qui est nouveau ? Finalement, on a essayé d'insister avec le groupe de travail et de réussir à insister sur la sémantique, c'est-à-dire sur le vocabulaire qu'on allait utiliser et qu'est-ce qui peut être nouveau et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, entre guillemets, en plus ou en complément de cette rééducation des muscles du plancher pelvien qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années, mais qui continue de se perfectionner et s'améliorer.
Effectivement, on insiste sur l'éducation cognitivo-comportementale. Mais pourquoi on a mis ça? On a mis ça parce qu'en fait, on a, avec le groupe de travail de la HAS, on a finalement déterminé cette diapositive qui est importante. La sémantique de cette diapositive, elle est importante. Ce sont les facteurs de risque modifiables. Donc, voilà, prendre en charge la constipation chronique, avoir vraiment des techniques rééducatives dans le cadre de la constipation chronique, on sait faire, on sait que la rééducation, elle a un rôle là-dessus, notamment la position mictionnelle, la position défécatoire, pardon. Et donc, c'est important de bien comprendre que notre prise en charge, elle doit commencer par ça, avant tout abord autre. Qu'est-ce que c'est que l'éducation au comportement mictionnel? C'est pareil, réfléchir aux situations mictionnelles. Est-ce qu'elles sont liées à des stress? On sait bien que le stress va impliquer de nombreux problèmes mictionnels. Donc, pareil, avoir une approche suffisamment importante avec la patiente dans la discussion qui va s'engager au départ, savoir prendre son temps avec la patiente pour discuter dans les premières séances, pour pouvoir définir s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, avant de se dire on va déjà faire une rééducation musculaire, des positions, des choses comme ça. Une fois qu'on a bien pris le temps de discuter avec cette patiente, c'est ça l'approche cognitivo-comportementale. C'est après de se dire, bon voilà, dans votre vie, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Et là, la femme, elle va vous dire, voilà, c'est en fin de journée, par exemple, une profession debout. Dans ce cas, peut-être que c'est lié au port de charge. Or, nous, kinésithérapeutes, de par la rééducation qu'on fait dans la rééducation du travail, de la rééducation des activités sportives, etc., le port de charge, c'est une façon qu'on peut gérer. Et donc, on demande à la patiente, montrez-moi les gestes. Et après, on va commencer, avec nos compétences de kinésithérapeute, de travailler sur la capacité de modifier ces gestes lors du port de charge. Qu'est-ce que c'est que le contrôle de la toux? C'est pareil, le contrôle de la toux, il va y avoir une éducation, une vraie éducation cognitivo-comportementale qu'on peut avoir. Je vais prendre l'exemple qui est actuel. C'est pas seulement la toux, mais on n'a pas pu le mettre parce qu'on n'a pas de littérature dessus, mais c'est l'éternuement. C'est aussi pareil, l'éternuement, c'est quelque chose de très simple. On le sait en ce moment, on vient de nous parler, hier, pic de pollen, les gens se mettent à éternuer. On sait très bien que l'éternuement, c'est un gros facteur de risque d'incontinence urinaire. On peut peut-être commencer déjà par des choses simples. Expliquer à la fin, par exemple, comment on peut limiter les éternuements dans la journée. On sait très bien que si on se chatouille les ailes du nez, on peut réussir à limiter un éternuement. Il suffit de faire ça pendant 10 secondes et on peut faire passer un éternuement sur 2 dans une période de crise. Donc on sait que ça, c'est des facteurs de risque. Et puis la position de l'éternuement lors de la toux. Les gens ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, des choses comme ça. On sait que c'est des positions qui vont favoriser justement l'appui sur un prolapsus. Donc toute cette sémantique, elle était importante et on l'a fait ressortir dans ces recommandations. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui permet de comprendre pourquoi on a utilisé ce terme éducation cognitivo-comportementale. Et là, ça prend pleinement son sens, j'espère, pour vous un peu plus. Donc il y a vraiment d'abord cette première partie. Je prends mon temps, je fais le point avec la patiente, je discute. Qu'est-ce qui la gêne, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ensuite, quelles sont les situations? On rebondit sur les situations. On voit si c'est des facteurs de risque modifiables par la rééducation ou des facteurs de risque modifiables par le corps médical. Parce que parfois, il y a aussi des médicaments contre l'allergie. Est-ce que vous prenez un traitement contre l'allergie? Des choses comme ça. Donc voilà, vraiment, avoir cette vision est intéressant. Ensuite, donc effectivement, deuxième prise en charge, cette rééducation des muscles du plancher pelvien. Vous verrez dans la deuxième intervention que je vais vous faire qu'il y a des éléments que je peux vous apporter qui sont assez importants là-dessus. Et puis après, il y a une rééducation plus globale, qui est une rééducation que pour l'instant on a appelée complémentaire parce que voilà, on n'avait pas encore suffisamment de données dans la littérature. Je vous parlerai d'une de ces rééducations qui est la rééducation par contrôle moteur et stabilisation lombopelvienne dans la prochaine communication. Il y a aussi la rééducation du travail hypopressif sur lequel on n'a pas pu démontrer suffisamment de preuves. Donc c'est un petit peu toutes ces techniques-là. Donc l'état de l'art, ça nous montre qu'il y a d'autres travaux que juste la rééducation des muscles du plancher pelvien. D'ailleurs, il y en a à peu près autant. En fait, il n'y a pas plus d'études sur la rééducation des muscles du plancher pelvien, c'est juste qu'elles sont mieux faites. Et puis, on a effectivement d'autres travaux qui nous ont montré, c'est des études observationnelles, qu'il y avait des altérations des capacités physiques, des altérations des performances physiques chez les patientes qui présentaient des prolapsus. Et donc là, on a aussi à nouveau à se dire, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et est-ce qu'en améliorant les capacités, certaines capacités physiques, certaines performances physiques de nos patientes, on peut avoir un effet efficace aussi, en plus, complémentaire sur les prolapsus. Donc on a surtout les techniques de stabilisation lombopelvienne qui vont vous être présentées tout à l'heure, qui permettent une amélioration des symptômes, et puis une amélioration de la fonction des muscles du plancher pelvien dans certains cas. Et puis, donc du coup, on a réussi, entre guillemets, à trouver un consensus et à dire que ces approches semblaient de plus en plus recommandées.
Ça va permettre de mieux gérer les contraintes, ça va permettre d'améliorer les synergies réflexes, ça va permettre, entre guillemets, une amélioration de l'ensemble des capacités physiques. Et on espère que le futur de la rééducation des prolapsus va nous donner des résultats qui seront plus à long terme grâce à cette vision beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, avec une prise en charge cognitivo-comportementale complète, une rééducation des muscles du plancher pelvien adaptée au contexte et une rééducation plus globale qui va nous permettre d'englober tout ce qui manque encore un petit peu actuellement. On n'a pas des recommandations concernant la rééducation propre, les modalités de la rééducation, il va falloir qu'on fasse une demande auprès de l'HAS pour pouvoir les faire. Voilà, en gros, ce que je voulais compléter sur ça. Concernant la rééducation hypopressive, dont on ne va pas reparler, dépressive ou non génératrice de pression, on n'a quasiment pas le droit d'ailleurs de dire hypopressive, puisqu'il y a des gens qui déposent des brevets sur des choses scientifiques, ça me gêne toujours un petit peu, mais on sait comme ça. On n'a pas pu montrer la supériorité par une rééducation des muscles du plancher pelvien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire que vous avez bien compris cette phrase, ce n'est pas supérieur, donc vraisemblablement c'est une technique qui peut-être serait intéressante plus tard si on arrive à montrer ses preuves, mais on ne doit pas oublier que la première rééducation qui a montré ses preuves, ça reste la rééducation des muscles du plancher pelvien. Quoi d'autre ? L'épaisseur, Anne-Cécile vous en a parlé, c'est indispensable et c'est vraiment super. Quoi d'autre? L'adhérence et l'observance sont des choses très très importantes. Ok? Je te laisse finir. J'aime bien que ce soit une femme qui finisse, je trouve ça important. Tu as commencé, tu finis. La rééducation pré- et post-chirurgie, on n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour donner effectivement des recommandations puisqu'elle n'a pas été suffisamment évaluée dans la littérature. En tout cas, là aussi, la prise en charge doit se faire sur les facteurs de récidive, ces facteurs de risque. Et donc, c'est, comme tout à l'heure, ce qu'on vient de dire, c'est la prise en charge globale de la patiente et évaluer effectivement l'attente de la patiente. Donc, en conclusion, il n'existait pas en France des recommandations qui encadraient la rééducation spécifique des prolapsus génitaux féminins. On a essayé avec Benoît de rechercher tous les éléments qui permettaient de pouvoir inscrire à ces recommandations la compétence des kinésithérapeutes. Il y a certainement des choses qu'on a oubliées ou des choses qui sont discutables, mais je pense que ça amène justement à la discussion. Le prescripteur, par contre, dispose désormais de recommandations qui lui permettent d'orienter ses patientes vers une prise en charge rééducative et on dispose effectivement des modalités pour conduire une prise en charge multimodale et optimale. On a, par ces recommandations, confirmé officiellement notre champ de compétences kinésithérapiques dans la prise en charge de cette pathologie, mais effectivement, il nous manque de consolider cette prise en charge par des études de haute qualité méthodologique. Alors, juste des commentaires que l'on a essayé de faire et qu'on a essayé de partager avec le groupe de travail. Qui ne sont pas les recommandations, c'est qu'il nous est parti. Nous pensons qu'il est important d'élargir les formulations de prescription proposées par notre nomenclature et que le terme de rééducation périnéale n'est plus du tout adapté à la prise en charge. On vient de le voir. C'est une prise en charge beaucoup plus globale et beaucoup plus élargie. Et donc, on espère, mais on en discutera effectivement avec toutes les kinésithérapeutes, qu'il est nécessaire d'évoluer vers un terme beaucoup plus général de prise en charge. On vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on va poser des questions à la fin sur les trois sujets. Pas de questions. Et là, on va